Je te propose d'étudier à différentes échelles phénotypiques une maladie génétique, la drépanocytose ou anémie falciforme. Le phénotype, c'est l'ensemble des caractères observables et cette observation elle peut se faire à différentes échelles. Il y a l'échelle macroscopique à l'œil nu, mais on peut aussi descendre à l'échelle microscopique avec un microscope optique dans les lycées et même à l'échelle moléculaire avec des logiciels type Anagen et Rastop que je vais évoquer. Alors, dans le cas de cette maladie, comme n'importe quelle autre maladie d'ailleurs que tu peux étudier en cours, il est nécessaire d'avoir une référence, un témoin. Autrement dit, quand tu te poses une question sur une échelle, qu'il s'agisse de l'échelle moléculaire, cellulaire ou encore macroscopique, tu dois toujours comparer l'individu malade, ici drépanocytaire, de phénotype drépanocytaire, à un individu dit sain qui n'a pas la maladie. Donc là, je vais t'expliquer comment les échelles phénotypiques sont emboîtées. Il s'agit d'une maladie génétique, donc je vais commencer par les gènes, autrement dit par l'échelle moléculaire. Quand tu étudies les gènes en cours, tu travailles sur un logiciel Anagen. Donc comme tu peux le voir ici, il s'agit d'une comparaison de deux séquences. En haut, la séquence de référence, c'est l'individu témoin, donc ça va être l'allèle sauvage ou l'allèle sain. Et en dessous, c'est l'allèle de l'individu muté. Donc là, j'ai choisi le gène qui code pour la bêta-globine. C'est une des sous-unités de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une molécule que tu retrouves dans le cytoplasme des globules rouges. Et quand tu compares ces deux séquences grâce au logiciel Anagen, tu vois sur la photographie ici, et je te l'ai représenté de nouveau là, qu'il y a une seule différence dans la séquence en nucléotides des allèles étudiés. Ici, le nucléotide 20, le 20e, l'adénine, a été substitué, on parle d'une mutation par substitution, par le nucléotide T pour thymine. Le reste de la séquence nucléotidique est rigoureusement identique entre l'allèle sain et l'allèle muté de l'individu drépanocytaire. Là, il faut alors se demander quelle est la conséquence de cette mutation. Tu as vu le code génétique, tu sais qu'un triplet de nucléotides ou un codon code pour un acide aminé. Et donc, il s'agit là de voir si GAG et GTG ou GUG codent pour le même acide aminé. Puisque le code génétique est redondant, on pourrait espérer que GAG et GTG codent pour la même chose. Tu peux alors de nouveau utiliser Anagen et demander à ce logiciel de traduire ton brin d'ADN en polypeptide. Et la traduction ici, par comparaison, te révèle une erreur au 6e acide aminé. Au lieu, comme tu peux le voir là sur la comparaison, au lieu d'avoir l'acide aminé GLU pour acide glutamique, tu as dans le cas de l'individu malade l'acide aminé VAL. Donc je te l'ai représenté ici. Tu repères tes sphères qui symbolisaient les acides aminés liés entre eux en jaune là par des liaisons peptidiques. Le début de la séquence nucléotidique était la même, donc ma séquence peptidique est identique. Tréonine codée par ACT, puis proline. Puis ici, acide glutamique, lysine. Ça, c'est mon individu témoin. Et puis la protéine de l'individu drépanocytaire révèle en 6e position, ça c'est le 6e acide aminé, là c'est le 3e que je t'ai représenté, mais il y en a avant. Donc le 6e acide aminé, au lieu d'être acide glutamique, j'ai la valine. Et ça, c'est dû en amont à la mutation GAG en GTG. Alors là, la question est de savoir est-ce que cette variation dans la séquence peptidique engendre une modification, par exemple, dans la structure tertiaire de la molécule. Tu sais qu'une protéine, c'est une séquence ordonnée d'acides aminés, mais cette protéine a une fonction, et cette fonction, elle est permise par la structure tridimensionnelle ou structure tertiaire de cette protéine. Donc quand tu te poses cette question-là, tu peux utiliser le logiciel Rastop qui te permet d'avoir une vision en 3D de la protéine saine et de la protéine issue de l'individu drépanocytaire. Là, sur l'écran, tu vois à gauche la chaîne bêta-globine de l'individu sain et à droite, la chaîne bêta-globine de l'individu malade. Et là, tu constates qu'au niveau 3D, au niveau tridimensionnel, les deux protéines ont exactement la même forme. Alors là, c'est un peu compliqué parce que l'individu est malade, il y a bien une mutation génétique, il y a bien une différence dans la séquence primaire, du polypeptide et pourtant en 3D, les deux molécules ont la même forme. Donc si elles ont la même forme, elles ont la même fonction, fixer de manière réversible le dioxygène. Et là, il y a une subtilité que tu as peut-être vue,
L'acide glutamique chez l'individu sain, voilà l'acide aminé. Il y a une fonction carboxyle CO- que la valine n'a pas. Si tu regardes, il n'y a pas. Donc elle est moins chargée négativement, cette valine, que l'acide glutamique initial. Et alors, cette charge négative qu'il y a dans la molécule saine, elle va engendrer que les molécules d'hémoglobine dans le cytoplasme du globule rouge vont être dissoutes. Donc là, je passe à l'échelle cellulaire. Elles vont être dissoutes et elles vont s'éloigner, si tu veux, les charges négatives se répulsent. Alors que chez l'individu malade, la valine, comme elle n'est pas chargée négativement, quand l'hémoglobine n'a pas fixé de dioxygène, eh bien, les chaînes ont tendance à s'agglomérer, elles forment des polymères très rigides des câbles. De sorte qu'à l'échelle cellulaire, je te propose une photo prise en microscopie optique. Tu vois, chez un individu sain, les globules rouges ont une forme bien arrondie et ils sont relativement nombreux. Par contre, un frottis sanguin chez un individu malade, drépanocytaire, tu vois moins de globules rouges. Certaines ont une forme en fossile, d'où le mot drépanocytaire, d'accord. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas des formes régulières. Et pourquoi ils n'ont pas ces formes régulières? Parce que l'hémoglobine, il y en a plus de 300 millions dans le cytoplasme. Chez l'individu malade, elle a formé des câbles, un câblage assez rigide qui déforme le globule rouge. Enfin, l'échelle cellulaire a des répercussions à l'échelle macroscopique. Chez l'individu sain, mes globules rouges petits, ronds, souples, passent facilement dans la circulation sanguine. Chez l'individu malade, les globules rouges déformés, en forme de fossiles, cassants, ont une durée de vie courte, d'où une anémie fréquente chez les individus malades, et puis des obstructions des vaisseaux sanguins qui peut entraîner des crises relativement douloureuses. Quand ton vaisseau est très fin, on parle de capillaire, si le globule rouge qui passe est peu déformable, eh bien au moment du passage, ça peut obstruer le capillaire et être très douloureux. Voilà comment on passe de l'échelle moléculaire à l'échelle cellulaire et à l'échelle macroscopique dans l'étude d'une maladie génétique, la drépanocytose ou anémie falciforme.